Bien. Eh bien, nous allons redémarrer donc pour cette deuxième table et dernière table ronde de la journée, pour lesquelles j'ai le plaisir d'accueillir, en ce qui concerne l'animation, professeure Isabelle Roussel, que je vais inviter à rejoindre la scène. Donc, professeur Roussel, un des piliers de notre association, on peut le dire, professeure émérite à l'Université de Lille et présidente d'honneur de la PPA. Donc, qui va animer cette table ronde avec donc, deux intervenantes en distanciel, donc, qui représentent le pays d'Aix et la ville d'Aix-en-Provence. Voilà, je vais y arriver, excusez-moi. Ma voix commence à faiblir, ça devient compliqué. Et puis, je vais inviter nos deux autres intervenants qui sont, eux, en présentiel, à rejoindre Isabelle sur la scène. Donc, monsieur Gilles Ferrier, dont on parlait, hier pour le programme bâti scolaire, et monsieur Pierre Desson, donc proviseur à Roubaix. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous allons, dans cette dernière table ronde, d'abord remercier les organisatrices d'avoir pensé à faire parler les usagers, parce que dans les parties prenantes de ces projets qui sont très vastes, qui sollicitent beaucoup de secteurs, beaucoup d'intervenants, on avait déjà vu l'État, on avait vu les collectivités territoriales, on a vu les chercheurs, l'importance de la recherche, mais on n'avait pas encore vu les usagers. Et donc, nous allons combler cette lacune, essayer de combler cette lacune en donnant beaucoup la parole à des usagers privilégiés de ce domaine scolaire que sont les enseignants. On verra que dans l'exemple de la ville d'Aix va intervenir un nouvel acteur qui est un acteur associatif, l'acteur des CPIE que j'associe au secteur associatif qui accompagne les projets et qui est un gage, à mon sens, de réussite de leur mise en œuvre et de leur mise en valeur. Et malheureusement, on n'a pas de parents ni d'élèves, donc je vais essayer de les incarner pour compléter le panel des usagers, puisque finalement, ce sont quand même eux qui, en fin de course, bénéficient de tout le dispositif et qui sont capables d'apprécier, puisque l'école, c'est aussi le lieu de l'appropriation de bien des choses, et en mettant en avant à la fois leur santé et leur environnement, peut-être qu'il y a là une opportunité justement pour développer ce mécanisme intégrateur qu'on a encore du mal à faire en France, où l'environnement est souvent associé à la technique et où les usagers viennent vraiment en fin de course. Donc pour cela, je donnerai la parole déjà à monsieur Ferrier qui va vous évoquer la présence du ministère et sa nouvelle cellule qui est à la disposition de ce type de projet parmi les enseignants. Parmi les enseignants, nous avons la chance d'avoir le proviseur du centre scolaire de Roubaix qui nous montrera ses difficultés aussi. Je crois que ce n'est pas la peine de se mettre la tête sous l'aile et que tout n'est pas acquis d'avance, et il vous l'évoquera. Et puis nous verrons justement un projet à deux voix, à deux têtes que vous verrez sur l'écran, à Aix, qui vous montrera justement le bénéfice d'une action intégrée et comment justement il y a tout un travail de mise en œuvre des différentes parties prenantes. Donc, monsieur Ferrier, je vous donne la parole pour que vous nous présentiez votre cellule. D'accord. Alors, avant de parler du ministère, je dirais qu'en tant j'ai été d'abord usager, puisque j'étais chef d'établissement pendant plus de 23 ans et inspecteur santé et sécurité au travail pendant 7 ans dans l'Académie de Paris, où j'étais à l'époque avec mon collègue. Et donc, effectivement, tout ce qui touche à la qualité, je dirais, de l'air intérieur, à la qualité de vie même des personnels et des usagers,
m'importer et je découvre pas le sujet depuis quelques mois, mais je dirais que le développement durable est un sujet que moi je suis traité depuis une quinzaine d'années déjà. Voilà. Alors, pour revenir à la cellule du bâti scolaire, effectivement, il y a environ 2 ans et demi, le ministre de l'époque, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, a estimé qu'effectivement il y avait un point qui n'était pas pris assez, dont la dimension était minimisée, qui était précisément le suivi du bâti scolaire. Donc a été créée cette cellule du bâti scolaire, qui est une cellule donc il y a 2 ans environ, et qui est, je dis en termes d'effectifs assez limité. Nous sommes 5. Donc il y a un chef de cellule, un chef de projet et des directeurs et nous sommes 3 sous sa conduite. L'un s'occupe de la communication, c'est-à-dire comment faire passer justement tous les messages concernant le bâti scolaire au niveau national. Une chargée de projet qui, elle, suit la publication des guides, des 5 guides donc, du bâti scolaire dont je vous parlerai très brièvement juste après. Et pour ma part, j'ai comme mission de mettre en place ce qu'on appelle un carnet de bord numérique établissement, c'est-à-dire un élément, je dirais, numérisé assez simple, mais qui comporterait une douzaine d'items, dont des éléments comme l'état de vétusté du bâtiment, s'il y a de l'amiante, il est exposé au radon, quel est son niveau de sécurité incendie, quel est le niveau d'accessibilité, est-il accessible au handicap et à tous les handicaps, quels sont également est-ce que les normes réglementaires en matière d'électricité, de chauffage, etc. sont respectées. Et enfin, dernier point qui va sûrement se raccrocher, qui sera justement sur notamment la capacité d'un établissement à faire des économies d'énergie ou à réenvisager tout ce qui est chauffage, éclairage, etc. Voilà, donc vous voyez un petit peu le panorama. Alors pour l'axe des guides, on a beaucoup parlé effectivement de ces guides. Alors il y en a 5, hein. Il y a un guide sur les écoles maternelles, un sur les écoles élémentaires, un sur les lycées généraux ou technologiques, un sur les lycées professionnels et un sur les collèges. Parce que effectivement, comme vous le savez tous, l'État n'est pas propriétaire des bâtiments, il en est simplement l'usager et l'exploitant, mais ce sont les collectivités territoriales qui sont propriétaires et maîtres d'ouvrage des établissements scolaires, des 63 établissements scolaires publics du territoire. Les communes et communautés de communes pour tout ce qui touche le premier degré, les collèges, ce sont les départements, et enfin les lycées, ce sont les régions, lycées professionnels, avec un cas particulier des cités scolaires où le collège relève théoriquement du département et le lycée de la région, mais il y a des accords entre région et département pour les problèmes financiers, les problèmes de subvention et de suivi des travaux. Donc voilà à peu près Alors l'objectif de ces guides, ce n'est pas d'expliquer comment on fait un collège, comment on construit un établissement, comment on le rénove. C'est pas ça du tout l'objectif. L'objectif, il est de dire aux collectivités territoriales, mais aussi aux maîtres d'œuvre, aux architectes, ce que l'usager, l'élève, mais ce que aussi l'exploitant, c'est-à-dire les enseignants, le chef d'établissement, le directeur d'école, attendent en matière d'organisation interne, en matière de bâtiment, ce qu'ils attendent pour pouvoir travailler bien et pour pouvoir s'adapter notamment à l'évolution même de la pédagogie, parce que le but de l'école, c'est d'abord d'enseigner, d'abord de transmettre un savoir et de former les élèves. Et par conséquent, l'école évolue et les méthodes d'apprentissage évoluent et il faut forcément que le bâtiment s'adapte. Et puis la société évolue et puis il y a des choses il y a des espaces à l'intérieur de l'établissement scolaire qui n'existaient pas il y a 50 ans et qui doivent maintenant exister. Et à l'inverse,
il y a des bâtiments, il y a des locaux on voyait des blanchisseries, certains ateliers qui étaient dans des établissements scolaires et qui maintenant n'ont plus lieu d'être puisque un certain nombre de travaux sont externalisés ou bien parce que tout simplement il n'y a plus l'objet même de ces locaux n'existe plus. Donc c'est un peu ces guides ont donc pour objectif d'exposer d'une part ces attentes et d'autre part aussi de dire attention, tout à l'heure on parlait de réglementation ou de normes, il y a un certain nombre de normes et de réglementations à observer, ce qui fait que ça veut dire en final qu'il y a un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire qu'on peut vouloir telle ou telle chose, mais ces choses doivent être faites dans les règles de l'art et dans le respect de la réglementation. Voilà à peu près l'objectif donc de ces guides que je vous invite à consulter. Ils sont en libre consultation sur le site Bâti scolaire. C'est simple. Vous faites Bâti scolaire, éducation nationale, et vous tomberez sur le site. Et là, vous avez un certain nombre d'items qui vous permettront d'accéder et de consulter en ligne tous ces documents. Éventuellement, pour les collectivités ou les représentants des collectivités territoriales qui souhaiteraient en avoir une copie papier, il est toujours possible d'en faire la demande, toujours pareil, auprès de la cellule du Bâti scolaire. Ça, c'est pour le volet, on va dire... le volet guide. Après, le second volet, celui dont j'ai plus précisément dont je suis plus précisément chargé, c'est la mise en place d'un carnet de bord numérique établissement. Là encore, c'est un outil bien sûr qui sera mis en œuvre par l'éducation nationale, mais qui n'aura aucune valeur si les établissements et les collectivités territoriales n'apportent pas ou ne renseignent pas ce document, parce que effectivement, ce n'est pas le ministère, voire même le chef d'établissement, qui est en mesure de dire si dans tel ou tel établissement il y a un document technique amiante et s'il y a de l'amiante, ou si au contraire sa construction date d'une période telle que l'amiante étant interdite, il n'y a aucune possibilité qu'il y ait de l'amiante. Ça permet aussi à la fois de rassurer et d'informer non seulement, bien sûr, les enseignants, les personnels qui travaillent dans l'établissement, qu'ils soient de l'éducation nationale ou de la collectivité, de rassurer les parents et de rassurer les élèves et d'être, je dirais, transparent. Pareil pour l'exposition radon, pareil aussi pour l'évaluation de l'état de vétusté et pour naturellement sujet central et important, quel est le niveau en matière de qualité de l'air intérieur? Est-ce qu'il y a eu des autodiagnostics de fait sur les ouvrants, sur le bon fonctionnement des portes, notamment des fenêtres, des ouvrants en général? Est-ce que la ventilation mécanique contrôlée fonctionne bien? Mais ce n'est pas simplement cela. Est-ce que les contrôles techniques sont faits? Est-ce que les filtres sont changés régulièrement? Parce qu'on s'aperçoit, nous sommes actuellement en train de réfléchir notamment sur les économies, comment économiser de l'énergie. Et on s'est aperçu par exemple que lorsque des filtres sont encrassés dans un centre de traitement de l'air, naturellement, les moteurs sont asservis et tournent plus vite, consomment plus d'électricité. Et on s'est aperçu que parfois, le changement des filtres plus régulier permettait de faire des économies d'énergie sans pour autant provoquer un surcoût en matière de filtres, puisque les filtres aussi ont un coût. Mais quand on fait la balance des dépenses, on s'aperçoit notamment avec l'augmentation considérable du prix de l'énergie et sa raréfaction que peut-être il serait plus intéressant d'avoir un contrôle ou un suivi technique plus précis. Et ça permettra effectivement d'améliorer, je dirais, à la fois les conditions techniques et puis aussi peut-être de faire de réelles économies. Donc le contrôle des ouvrants, mais aussi bien sûr le choix des produits que l'on utilise notamment pour nettoyer, pour faire tout le nettoyage ou la désinfection des locaux. Et à ce sujet, on évoquait, et l'appel à projet de l'école des mines m'intéresse parce qu'ayant été inspecteur santé sécurité au travail,
j'ai eu à traiter ce sujet-là, il y a souvent un déficit de formation parmi les personnels qui, parfois, et j'ai été chef d'établissement, me faisaient des mélanges qui faisait que même avec des produits, je dirais, réglementés, qui respectaient la réglementation et qui n'étaient pas en soi dangereux, en les mélangeant, ils arrivaient pour obtenir pour que ça sente plus meilleur, enfin, par exemple, ou que ça soit soi-disant plus efficace, eh bien, se mettaient en danger. Se mettait en danger et mettait en danger les autres occupants de l'établissement. Donc je pense que le fond, il faut que les produits ménagers utilisés, les produits techniques soient contrôlés et répondent aux normes, mais il faut aussi que les utilisateurs soient en capacité de les utiliser en toute sécurité. Et il faut pour cela de la formation, parce qu'il ne faut pas demander les agents n'iront pas spontanément chercher la fiche de sécurité ou lire même le mode d'emploi. Il faut qu'ils soient accompagnés, encadrés, et il faut aussi qu'ils soient pérennisés peut-être dans leurs emplois, parce qu'effectivement, malheureusement, ces métiers sont souvent dévalorisés et on a un énorme turnover qui fait que les gens font que ça quelques mois, puis abandonnent, font autre chose, et on en a des nouveaux qui arrivent. Voilà à peu près la... Voilà, et je pense que je m'arrêterai là-dessus. Non mais bon, on vous ressollicitera, n'ayez crainte. Bon, je m'excuse auprès de ces dames du pays d'Aix, mais je vais donner la parole à Monsieur Besson, qui va nous parler d'établissements scolaires pour lesquels on n'a pas trop lancé la focale, puisqu'on s'est plutôt attaché aux écoles. Alors que là, vous allez nous évoquer les difficultés que vous avez avec les collèges et lycées. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Bon, même si je suis venu que ce matin, j'ai appris plein de choses. Donc ça veut dire que le travail n'est pas terminé, qu'il faut que je refasse une carrière complète, ce que j'envisage avec une certaine appréhension. Bien. Un établissement scolaire, c'est le lieu de réunion physique, humain, de différentes personnes, différents partenaires. Donc les collectivités territoriales. Sur une cité scolaire, effectivement, c'est la région qui prend en charge la viabilisation, mais le département est quand même présent. C'est aussi des élèves, sont aussi des parents et sont des enseignants. Alors je salue la présence ici d'une collègue de SVT, la reine des disciplines, dira-t-elle, qui, grâce à ses actions et à cette venue au colloque dont j'avais diffusé la tenue, va présenter ou lancer des actions avec ses élèves suite à des actions aussi dans ce même domaine les années précédentes. Alors je dis ça parce que c'est important, parce que les personnes principales dans les établissements scolaires sont quand même les élèves et les personnes qui dispensent le savoir, donc les enseignants. Donc ça veut dire que les formations qu'ils leur font ont leur impact maintenant, mais ont leur impact pour le futur. Donc nous sommes dans la stricte normalité de l'ordonnancement du monde. Donc pour cela, c'est très intéressant. D'autre part, dans un établissement, il y a différentes structures, comme le CESC, Comité d'éducation, santé, citoyenneté, qui peuvent s'emparer de ces sujets et donc faire de cette préoccupation de la qualité de l'air, des produits utilisés, quelque chose d'intéressant. Vous avez parlé aussi ce matin des fournitures scolaires, avec cette dimension particulière que c'est un enjeu à la fois de représentation de soi dans le choix des matériaux, dans le choix des produits, marque ou pas marque. Il y a une dimension essentielle aussi qu'il ne faut pas oublier, que les ménages que l'on est amené à utiliser, donc sur lesquels on a éventuellement une action à jouer et pour lesquels on doit, que l'on doit aider par des fonds sociaux, que l'on passe avec certains magasins. Là se pose un problème d'inéquité sociale, puisque les magasins dans lesquels les familles peuvent acquérir leurs produits ne sont pas forcément ceux qui vont mettre sur le marché des produits certifiés, des produits de qualité. Donc je reviens sur un des points qui a été évoqué ce matin, sur la nécessité d'une réglementation, une certification, vous l'appellerez comme vous voulez. Je pense que c'est là important, puisque sans impératif de ce domaine-là, une société libérale reste une société libérale, que ça nous plaise ou pas, et ses intérêts ne sont pas forcément ceux
du bien-être de tous, sauf quand économiquement cela deviendra normal. Donc moi j'insiste beaucoup sur cette nécessité. D'autre part, c'est des collectivités, par exemple sur la cité scolaire Baudelaire, on vient d'avoir un chantier de 1 million d'euros sur la mise aux normes d'accessibilité aux handicapés. Donc plusieurs corps de métier, plusieurs collectivités, plusieurs intervenants. Ce que je peux dire, et moi je suis quasiment proviseur honoraire, donc j'ai vu des bâtiments, j'ai vu des erreurs, j'ai vu des méconnaissances ou des non prises en compte de ces dimensions-là. Je peux dire en tout cas que sur les Hauts-de-France, les personnes auxquelles j'ai eu affaire, et concrètement, c'est-à-dire dans une réunion de travail, quand on est loin des certificateurs, qu'on est loin des contrôles, et que les choses se passent hic et nunc, avec il faut avancer, il faut réduire les coûts, je peux dire que la préoccupation de l'environnement, ça va de la vis, du boulon, de la paroi, c'est vraiment entrer dans les mœurs des collectivités territoriales. Et ça, c'est intéressant, que par rapport à l'éducation nationale, qui ne pouvait l'imposer ou qui ne l'a pas fait lorsqu'elle a été elle-même constructrice. Et avec mon collègue, M. Ferrier, on a vu un certain nombre de chantiers sur la région Île-de-France, ou en tout cas sur le département Paris, où on voyait des choses un peu compliquées. Voilà, donc je dirais qu'il y a à la fois une attention à avoir sur le croisement de toutes ces approches, la nécessité de réglementer, mais aussi des jeunes générations qui sont formées par des enseignants qui commencent à le prendre bien en compte et qui le prennent comme un objet d'enseignement et pas seulement comme une lubie à un moment donné ou une envie de se diriger vers telle ou telle dimension de leur métier. Donc je suis résolument et raisonnablement optimiste. Merci beaucoup. Donc nous allons voir l'expérience de la mairie d'Aix. Je vais donner la parole à Élise Trively. Je ne sais pas comment vous vous organisez dans votre binôme. Je vous invite, puisqu'elle est en distanciel, à admirer les boiseries de la mairie d'Aix, qui sont historiques et que nous avons le plaisir de pouvoir contempler, outre le plaisir d'accueillir Élise Trively, à laquelle je donne la parole. Oui, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. On va parler à deux voix avec Lida Garros, qui représente le CPIE du Pays d'Aix et qui a été vraiment partie prenante. Et normalement, en tant que spectatrice, on a notre collègue de la métropole, Céline Salès, qui est aussi vraiment une des pierres angulaires de cette expérimentation. Du coup, c'est à moi de partager le diaporama. C'est vous qui le lancez? Comme vous voulez, comme vous voulez. Je peux partager du coup mon écran, si ça fonctionne. Donc ça arrive. Je ne sais pas du coup si non, ça n'a pas encore fonctionné. Si ça ne marche pas, on peut prendre la main. Est-ce que vous le voyez ou pas encore? Sinon, je vous laisse. Voilà, ça y est, ça marche. Ça marche. Ça marche. Voilà. Donc, ce retour d'expérimentation qu'on présente, c'est celui d'une rue scolaire à Aix-en-Provence. Juste pour rappeler le contexte, Aix-en-Provence, on est une commune de 150 000 habitants dans le département des Bouches-du-Rhône et soumis à des problématiques de qualité d'air. On a deux autoroutes qui se croisent sur le territoire, une position de cuvette et donc une qualité d'air impactée par notamment beaucoup de trafic
et la proximité aussi d'un bassin industriel, celui du pourtour de l'étang de Berre de Fos-sur-Mer. Donc c'est une commune vulnérable à ces questions de qualité de l'air, et cette expérience de rue scolaire, elle s'inscrit dans ce contexte. Et le focus aujourd'hui, donc, c'est celui de la mobilisation partenariale qu'on a essayé de mettre en œuvre autour de ce projet, et de certaines opportunités qui nous ont été offertes aussi grâce à un projet européen qui s'appelle DIAMS, dont le focus est aussi la qualité de l'air. La rue scolaire, donc cette expérimentation, elle date du printemps dernier, du 7 au 18 mars 2022. Donc on a expérimenté pendant 2 semaines la coupure d'une rue. Donc une rue scolaire, hein, c'est une rue qui est temporairement fermée à la circulation motorisée aux heures d'entrée et sortie d'école. Donc les bénéfices attendus en étaient bien sûr plus de sécurité, puisque c'était une des données d'entrée, mais évidemment une amélioration de la qualité de l'air, puisqu'on retire un certain nombre de véhicules motorisés des abords de l'école, à l'heure où les élèves en plus sont sur les parvis, donc les plus proches des véhicules. Un co-bénéfice, c'est aussi une baisse des nuisances sonores des véhicules, plus d'activité physique, puisqu'évidemment on arrivera à l'école à pied ou en vélo, et plus de liens sociaux et de convivialité, puisqu'on rend de l'espace devant ces parvis d'école aux piétons qui peuvent occuper la rue, parce qu'il est ici question du coup de 3 écoles de 450 élèves avec des parvis qui sont extrêmement réduits et sur lesquels du coup les élèves sont entassés, avec beaucoup de manœuvres de dépose minutes des parents, puisqu'il s'agit d'une petite rue en sens unique. Vous voyez du coup sur le petit plan. Alors pourquoi cette rue ? Parce que ça faisait déjà 3 ans qu'avec le CPIE, on animait un dispositif de plan de déplacement d'établissements scolaires. Alors pour nous, dans les Bouches-du-Rhône, c'était prescrit par le plan de protection de l'atmosphère pour tous les établissements de plus de 250 élèves sur un même site. Donc ce site-là était éligible. Donc on a conduit 3 PDES. Et de la concertation avec les enseignants et les parents d'élèves est sortie cette idée de rue scolaire. Donc on a eu le Covid, la période Covid au milieu, mais on avait commencé par une expérimentation de défis écomobilité, donc beaucoup d'animations autour de la mobilité, des alternatives, qui étaient conduites par le CPIE notamment. On a aussi eu des premiers aménagements avec la création de stationnements vélo et trottinettes aux abords sur les parvis d'école. Donc, et la 3e année de mise en place, c'est cette rue scolaire qui a été choisie comme mise en place. Alors voilà un petit exemple des parkings vélo et trottinettes qui ont été créés sur le parvis des écoles, puisqu'on avait déjà constaté qu'en fait, les vélos étaient attachés en fait sur le mobilier de contention des véhicules sur les trottoirs, et les trottoirs extrêmement étroits étaient en plus encombrés par les vélos. Donc ça a fait partie des mesures préparatoires. Et du coup, je vais laisser la parole à Lida Garros, donc, du CPIE, qui va vous expliquer comment eux sont intervenus sur toutes les mesures d'accompagnement et d'animation, avec une répartition peut-être que vous comprendrez ou qu'on détaillera au fur et à mesure entre la ville, hein, qui maîtrise le bâti scolaire, la compétence sur les voiries, et le CPIE qui va amener tout le dispositif de mobilisation, d'accompagnement. Et Lila en fera part aussi, le dispositif supplémentaire dont on a bénéficié sur la mesure de la qualité de l'air et des animations autour de cette entrée-là grâce au projet DIAMS conduit par la métropole, et pour lequel on a eu la chance aussi que le CPIE soit un des partenaires dont on a bénéficié à double titre de leur accompagnement. Merci Élise. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, comme l'a dit Élise, je vais Lida Garros et je suis chargée de projet développement durable au sein du CPIE du Pays d'Aix. Donc, avec la ville d'Aix-en-Provence, on a travaillé en partenariat notamment sur l'accompagnement et la sensibilisation de différentes parties prenantes du PDES, notamment les parents et les enfants, mais aussi les enseignants. Donc, on a notamment mis en place, on a accompagné les parents à la mise en place d'un pédibus. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le pédibus, c'est un bus pédestre. Donc, le principe, c'est d'emmener les enfants à l'école et que les accompagnants, pour ce qui est de la ville d'Aix, soient des parents. Je m'excuse de vous interrompre. Est-ce que vous pourriez préciser ce qu'est un CPIE ? Ah oui, pas de problème.
Alors, CPIE, ça veut dire Centre permanent d'initiative pour l'environnement. C'est un label qui est décerné à plusieurs associations en France. Aujourd'hui, on est environ 80 en France. Donc, on est tout un réseau d'associations. On est ancré sur un territoire en particulier. Donc, nous, on est basé sur le Pays d'Aix et plus largement sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et donc, chaque association fonctionne à sa manière et on a quand même un label qui s'appelle justement le CPIE. Donc, on intervient principalement sur de l'éducation à l'environnement et de l'accompagnement des territoires, des collectivités et de tout type de structures sur divers sujets du développement durable. Voilà. Et en lien, et le CPIE et la Vildex fonctionnent grâce à une convention triennale d'objectifs, en fait. Il y a un subventionnement associé avec ce sujet de l'écomobilité scolaire qui est spécifiquement fléché, notamment, parmi d'autres sujets sur lesquels nous accompagnons aussi. Beaucoup. Exactement. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Pas de problème. Mais du coup, la mobilité, c'est un sujet spécifique aussi à notre CPIE. On est quelques CPIE à le développer en France, mais ce n'est pas les 80 associations qui travaillent sur de l'écomobilité scolaire. Mais en tout cas, sur le Pays d'Aix, on accompagne plusieurs collectivités à mettre en place des plans de déplacement des établissements scolaires. Donc, on a pu accompagner un groupe de parents intéressés de mettre en place un pédibus autour du groupe scolaire Gracie-Jaurès-Laurent. Donc, l'expérimentation, comme l'a dit Élise, a eu lieu en mars. Donc, dès décembre et janvier, on a organisé des réunions de travail avec les parents intéressés pour organiser le pédibus. Donc, ces réunions, elles ont permis notamment de définir le groupe de travail en lui-même, de définir l'itinéraire de pédibus. Au début des réunions, il y avait 2 itinéraires, mais finalement, au niveau de la mise en œuvre, il y a un seul itinéraire qui a été mis en œuvre. On a pu également discuter des arrêts de pédibus entre le départ et l'arrivée à l'école, sachant que ce pédibus s'est animé le matin et que le trajet durait environ 15 minutes. Et au total, c'est une dizaine d'enfants qui a été accompagnés durant cette expérimentation de rue scolaire. Et aujourd'hui, cette expérimentation de pédibus a permis de pérenniser ce pédibus. Donc, on a été aussi très contents de voir que les parents ont continué à accompagner ce pédibus avec les enfants. Et le CPIE était justement là aussi pour fournir les outils d'accompagnement tels que la charte d'engagement, tout ce qui est responsabilité civile en cas d'accident. Et ensuite, ce sont les parents eux-mêmes qui se sont organisés via l'application WhatsApp. Ensuite, on a aussi animé des interventions en classe autour notamment de l'écomobilité scolaire, justement. On a développé toute une boîte à outils autour de la mobilité à destination de tout type de public et notamment des publics scolaires. Donc, elle s'appelle la boîte à outils Déclic Écomobile. Et grâce à cette boîte à outils, on a pu animer des animations autour du changement climatique, autour de la mobilité à travers des jeux de plateau assez ludiques et qui plaît beaucoup aux enfants. On a aussi participé à des parcours de maniabilité vélo, mais qui ont aussi été animés par la direction des sports de la ville d'Aix. Donc là aussi, le but, c'est d'apprendre aux enfants à manier son vélo et à se sentir en sécurité sur la voirie, sachant que ces maniabilités vélo se faisaient dans la cour d'école. Ensuite, il y a aussi eu la DAVA qui a porté le programme Savoir rouler à vélo. Et je vais laisser Élise de la ville d'Aix parler des autres actions. Alors, en complément, il y a eu une mobilisation interservice, puisque du coup, je n'ai pas précisé mon rôle, mais moi, je dépends de la direction de développement durable et stratégique, qui est une direction rattachée à la direction générale des services. Mais je viens des services techniques, donc ce projet d'écomobilité scolaire m'a suivi. Et de ce nouveau positionnement, j'ai d'autant plus de légitimité pour mobiliser l'ensemble des services qui vont intervenir, donc notamment évidemment en premier lieu la voirie. Donc, par exemple, à l'occasion de ce projet, ils sont intervenus pour rafraîchir toute la signalisation horizontale. Donc, on voit le gros carrefour sur l'image en bas à gauche qui sépare un parking en ouvrage de la rue des Nations dans lequel sont situées les trois écoles. C'était aussi un atout de
de cette rue scolaire, c'est qu'on avait à proximité un parking avec une demi-heure de gratuité qui permettait d'accueillir les parents dans des conditions favorables pour éviter le dépose-minute devant l'école, en fait. On a aussi mobilisé le service du PC de circulation qui a testé des nouveaux réglages de feu piéton en permettant que le feu piéton, plutôt que de passer au vert dans le cadre du cycle de feu une fois qu'on appuie sur l'appel, le feu piéton était immédiat, c'est-à-dire on appuyait dans les 2 secondes, il passait au vert piéton, et ça a été aussi... ils ont mesuré pendant ce dispositif de rue scolaire que ça ne génère pas de remontée de fil, parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ce groupe scolaire, il avait certes des atouts pour déployer cette rue scolaire, mais on a eu beaucoup de freins parce qu'on se situe entre le boulevard périphérique d'Aix, qui est une voie circulaire à 3 voies à sens unique, et le centre hospitalier du Pays d'Aix, qui est aussi un établissement sensible en termes de desserte, et sur lequel il ne fallait surtout pas que l'exploitation de coupures de rue ait un impact en termes de congestion de trafic. D'où les services mobilisés qui en ont profité pour faire des tests. Une autre dimension importante qui a accompagné le dispositif, c'est qu'on a mesuré du coup les impacts de cette rue scolaire, même si en amont il y avait eu des études de trafic qui montraient que aux heures du pointe du matin et du soir, on avait à peu près 30 à 50 véhicules concernés par les parents. La majorité du trafic était concentré sur ces horaires-là, donc on savait que c'était bien le trafic généré par le dépose-minute des parents qui impactait fortement la rue. Donc on a posé des compteurs pour évaluer le trafic avant et pendant l'expérimentation, et je repasserai la parole à Lila pour expliquer aussi qu'on a pu bénéficier du coup de capteurs de trafic qui ont été posés donc par la métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre du projet européen DIAMS, des capteurs fixes et également des capteurs citoyens qui ont pu être déployés. Donc cet accompagnement a aussi permis de mesurer les impacts, et on y reviendra, mais ça a été très important puisque cette expérimentation n'a pas été facile à déclencher, on va dire. Il y avait beaucoup de craintes pour déployer le dispositif. Donc, un des engagements qu'on a pris, c'est qu'on allait mesurer l'impact réel, puisqu'il y avait des craintes de remontée de trafic sur des axes sensibles. Il y avait des craintes, donc la police municipale était aussi très vigilante. Nos collègues de l'éducation, bien que partie prenante, avaient du mal à engager leur personnel pour nous accompagner, mais l'engagement de mesurer a rassuré en disant on fera le bilan. Voilà, donc Lila, je te laisse expliquer un petit peu comment on a utilisé ces outils pour mobiliser en fait les parents et les différents acteurs. Merci. Oui, alors comme l'a dit Élise, on a pu mobiliser les parents grâce au projet Qualité de l'air DIAMS. Donc c'est un projet qui a été cofinancé par des financements européens et qui est aussi porté à l'échelle de la métropole Aix-Marseille-Provence. Là aussi, dans ce projet, il y a beaucoup de partenaires. Et donc, le CPIE est partenaire de ce projet a été partenaire de ce projet pour justement travailler avec les parents sur la mesure de la qualité de l'air aux abords de l'école, donc notamment, surtout sur le groupe scolaire Gracie-Jaurès-Laurent à Aix-en-Provence. Et donc, on a profité de cette expérimentation de rue scolaire et des réunions de travail pour construire le pédibus, dont je vous ai parlé précédemment, pour justement parler également du projet DIAMS. Donc, on a pu mobiliser des parents sur ce sujet-là en les sensibilisant à la qualité de l'air, en faisant également des réunions de travail pour leur expliquer comment fonctionne le capteur, sachant que du coup, ce capteur, c'est un capteur citoyen où le but est de sensibiliser les parents en rendant visuelle la pollution de l'air, dans le sens où vous voyez ici sur le diaporama. Donc, il faut télécharger l'application DIAMS et vous connecter ensuite votre portable au capteur mobile citoyen, et ensuite les données se transmettent sur le téléphone et vous pouvez voir à travers un code de couleur si votre qualité de l'air aux alentours est bonne ou mauvaise. Donc on a pu mesurer les qualités de l'air avant, pendant et après l'expérimentation, notamment en pratiquant en fait, en accompagnant le pédibus et en regardant justement si la qualité de l'air était bonne ou mauvaise, sachant qu'ensuite on pouvait récolter les données et les analyser. Donc il y avait aussi un tableur Excel qui nous permettait de voir les données et ensuite on a pu justement faire une cartographie de la qualité de l'air, sachant que avant tout l'usage de ce capteur, c'est vraiment d'être
C'était un outil de sensibilisation avant d'être un outil scientifique, parce que c'est un capteur citoyen, donc on a quand même expliqué comment fonctionnait le capteur, mais après, on n'était pas non plus tout le temps avec les parents pour voir s'ils faisaient bien les mesures, mais on a quand même pu en récolter. Et on savait aussi qu'il y avait les 3 capteurs qui avaient été installés justement par la métropole et Atmos Sud, qui, eux, avaient des données plus techniques et plus scientifiques. Mais en fait, en discutant avec les parents, le ressenti aussi a été très positif durant l'expérimentation. Les parents ont vraiment senti qu'il n'y avait plus d'odeur de gaz d'échappement, vu que la rue était barrée aux voitures. Et vraiment, en termes de ressenti, la qualité de l'air s'est vraiment améliorée pour eux. Et après, en distribuant aussi les capteurs, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on a aussi tenu 4 stands devant les écoles. Donc, il y a 3 écoles qui constituent le groupe scolaire. Donc, on a animé un stand le matin ou l'après-midi devant chaque école et un 4e devant une des 3 écoles. Et c'est là aussi qu'on a pu échanger de vive voix avec les parents. Et donc, c'est vrai qu'on avait en général 2 types de profils. On avait les parents qui étaient intéressés de prendre le capteur et de voir si, par exemple, dans leur maison ou sur leur trajet de l'école ou dans leur travail, la qualité de l'air était bonne ou mauvaise. Et il y avait aussi les parents qui étaient un peu plus pessimistes dans le sens où déjà que le contexte était difficile, et il est toujours aujourd'hui en lien avec le changement climatique, le Covid et les autres contextes, ils n'avaient pas envie de se rajouter une charge supplémentaire et de savoir que leur qualité de l'air était potentiellement mauvaise. Donc voilà, on a vraiment eu ces 2 types de profils-là au niveau de la mobilisation des parents. Et on peut voir justement sur les cartes du diapositive avant l'expérimentation, donc là, il n'y a pas la légende, expliquant les codes couleurs, mais plus c'est rouge et plus c'est pollué. Sachant que, je ne sais plus si je l'ai dit, mais le capteur mesure les particules fines, du coup, le capteur citoyen. Et ensuite, on a aussi lancé une enquête en ligne avant et après l'expérimentation de la rue scolaire pour justement sonder les besoins et les usages des parents et avoir leurs remarques sur savoir s'ils étaient d'accord pour pérenniser le dispositif de rue scolaire. Et donc, on a notamment mesuré les reports modaux qui s'étaient effectués durant l'expérimentation de la rue et parmi les répondants, donc il y a eu 21,5% de participation, ce qui est quand même bien. Il faut le souligner, quand en général on envoie des sondages aux parents, on tourne plutôt entre 10 et 15%, et là on a eu plus de 20%, donc on est plutôt content. Et donc parmi ces répondants, on a pu voir qu'il y avait des personnes qui s'étaient plutôt dirigées vers la marche à pied ou le vélo pendant l'expérimentation de la rue scolaire plutôt que d'emprunter sa voiture, ce qu'elle faisait du coup avant l'expérimentation. Donc, c'est écrit qu'il y a 8,5 points de baisse de part modale de la voiture. Donc, on est aussi plutôt content sur ce sujet-là, sachant qu'il y a plus de 80% des répondants qui ont souhaité pérenniser ce dispositif. Voilà. Donc, là aussi, vous avez les avis et les ressentis des parents, mais aussi des enseignants avec qui on avait échangé de vive voix devant les écoles. Donc là aussi, ça a été à nouveau des retours très positifs, dans le sens où la rue scolaire a nettement enlevé les nuisances, notamment les nuisances sonores par rapport au bruit des moteurs, mais aussi au niveau des nuisances olfactives. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y avait plus d'odeur de gaz d'échappement et les parents ont vraiment apprécié. Cela aussi a engendré beaucoup plus de sécurité. On le voyait quand on était, parce qu'avec Élise, on a été souvent le matin pour voir comment ça se passait sur la rue scolaire. Et c'est vrai qu'il y a eu vraiment une appropriation de l'espace public, dans le sens où les enfants et les parents étaient vraiment au milieu de la rue et se sentaient vraiment sereins. Et donc, du coup, ça a engendré plus d'espace et de liberté au niveau de la voirie. Les cyclistes et les piétons circulaient en toute sécurité et il y avait vraiment un climat d'apaisement par rapport à avant où il y avait plus de tension dans cette rue-là. Je vais pouvoir passer la main à Élise qui va pouvoir conclure sur cette expérimentation et cette pérennisation de rue scolaire. Du coup, voilà, pour faire une conclusion, aujourd'hui, la pérennisation de la rue testée nous est demandée, donc un dispositif permanent va être installé. Donc ça, c'est extrêmement positif. On nous sollicite aussi pour un plan rue scolaire, en nous disant il faut analyser, parce qu'on a 76 écoles sur la ville d'Aix. Alors certaines sont regroupées, comme c'est le cas pour ces 3 écoles-là. Mais du coup, il y a quand même un certain volume d'écoles qui peuvent être concernées. Je rajouterais que
il y avait de grandes réticences avant cette expérimentation et que la vertu d'essayer et de mesurer les impacts a vraiment été vertueuse. Et puis on mesure tous les jours l'impact positif, même vis-à-vis des riverains, parce qu'on n'a pas parlé d'eux, mais eux, de toute façon, s'organisaient déjà parce que tous les parents utilisaient les emplacements libres devant les portails des riverains pour se garer le temps de déposer leurs enfants. Donc, les riverains avaient déjà pris l'habitude, en fait, de ne pas sortir ou de ne pas prévoir de rentrer chez eux, puisqu'on est sur une rue à sens unique, à ces horaires-là. Pour autant, ils étaient quand même inquiets et il a fallu aussi montrer que c'était pas si terrible de fermer la rue 2 fois 3/4 d'heure, des jours d'école, donc 4 jours par semaine. Voilà. Donc, ce plan rue scolaire, aujourd'hui, il nous est demandé. Donc, on va travailler de façon partenariale et en mobilisant aussi, le projet Diem, c'est terminé, mais on continue de travailler avec nos collègues de la métropole et d'Atmosud, qui a aussi, pour nous, qui est aussi un garant, puisque c'est aussi l'organisme de surveillance de la qualité de l'air officiel, si je puis dire. Donc, c'est aussi un garant pour nous de neutralité, de confiance. Quand c'est Atmosud qui parle, voilà, c'est aussi un poids intéressant. Donc cet effet cercle vertueux, il est vraiment constaté. Nos collègues donc, de l'éducation qui étaient difficilement mobilisables aujourd'hui nous demandent veulent participer, veulent faire une fête à l'occasion de la pérennisation. Donc ça, c'est un coup de fil que j'ai eu ce matin pour vous dire, ça continue de produire ses effets en nous disant on va faire une fête, on veut mettre tous les enfants dans la rue, on veut faire des petits jeux pour inaugurer cette rue scolaire qui va être pérennisée. Donc, on attend là, de façon imminente la pose de la barrière. Donc, cet effet d'entraînement partenarial, il a été aussi très positif parce que ce n'était pas simple, ça a été compliqué. On nous a refusé on va dire une expérimentation plus longue. Le périmètre d'expérimentation a été réduit. On a eu beaucoup de freins à lever, mais de pouvoir mesurer les effets. Et en plus, on a même mesuré les effets sur la qualité de l'air, ce qu'on n'était pas sûr de mesurer parce qu'on n'enlevait que 30 à 50 véhicules. Malgré ça, un impact positif en termes de qualité de l'air a été mesuré par les capteurs et on n'a pas généré de congestion aux alentours de l'école, ce qu'il fallait aussi démontrer. Juste pour l'anecdote, on avait quand même un équipage avec 2 motards de la police municipale qui étaient prêts à lever le dispositif si la moindre congestion était constatée aux alentours. On nous aurait demandé de lever le dispositif immédiatement. Donc, on n'était pas tout à fait serein quand même au démarrage et finalement, ça s'est très bien passé. Et pour vous dire, au-delà de ces effets-là, on prévoit aussi un allègement du dispositif de plan de déplacement d'établissements scolaires désormais, puisqu'on a mené conjointement avec le CPIE depuis 4 ans maintenant 3 dispositifs de plan de déplacement d'établissements scolaires qui sont quand même des démarches très lourdes, qui doivent durer 5 ans avec des diagnostics, des enquêtes par questionnaire, et on se rend compte que des fois on perd la mobilisation des écoles quand on n'est pas capable d'être très réactif. Et on loupe aussi toutes les demandes des autres écoles qui sont quelquefois simples à satisfaire ou qui demanderaient peu d'efforts et beaucoup de réactivité. Donc, puisqu'on renouvelle la convention d'objectifs cette année avec le CPIE, notre nouvelle feuille de route, c'est d'être plus réactif. Quand on a une demande de pédibus, on y va tout de suite. Et là, c'est la force de frappe de pouvoir les envoyer, démarrer la mobilisation des parents. Il nous faut remonter les problématiques de la voirie. Et l'idée, c'est d'être capable d'intervenir tout de suite pour traiter les petites problématiques de voirie qui peuvent être constatées pour que le pédibus puisse avoir lieu. Ça a été le cas pour celui de la rue des Nations, de cette rue scolaire-là. Le pédibus était un petit peu conditionné à marquage d'un passage piéton, ce qui a pu être fait, et du coup, il n'y avait plus d'obstacle à ce que ce pédibus ait lieu. Et c'est un peu notre feuille de route à venir. Voilà, profiter de toutes les opportunités, de les bonnes volontés, que ce soit une demande de rue scolaire et un impact positif, c'est que les rues scolaires deviennent désormais
des enseignants pour certains ou de la police municipale, ce qui était inattendu parce qu'au départ on a eu du mal, c'était une grosse mobilisation pour eux d'être là matin et soir tout le temps, 2 équipages, un en haut, un en bas de la rue, et aujourd'hui ils nous demandent de faire des rues scolaires en nous disant mais en fait on a été dans un rôle extrêmement positif vis-à-vis de la population, c'est des rôles qui nous intéressent, donc on est prêt à accompagner les futures rues scolaires, donc c'est eux dans certains cas problématiques aux abords des écoles qui nous disent ah ben ce serait bien de faire une rue scolaire. Voilà donc pour ce partenariat et cette mobilisation interne qui a demandé du temps, mais maintenant qu'elle est enchaînée, on a l'impression que le cercle vertueux voilà, augmente et s'élargit. Donc, c'était pour vous dire de persévérer. Et nous, ça a été le cas. En plus, la période Covid a été difficile, mais au final, on est très content du résultat et de l'effet d'entraînement grâce à la mobilisation vraiment assez large et partenariale que cette rue scolaire nous a donné l'occasion de mettre en œuvre. Merci beaucoup voilà, pour si ce bel exemple. C'est un bel exemple d'apprentissage collectif, d'ailleurs qu'on a pu voir aussi dans d'autres villes, ce qui pose d'ailleurs le problème de la généralisation de ces exemples très vertueux. Ce qui pose plusieurs questions, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être posées soit en distanciel, soit dans le chat, soit dans la salle. Parce qu'il y a tout le problème de la dialectique entre la mise en œuvre et la réglementation. On voit qu'il y a un aller-retour là qui est assez intéressant. Et puis il y a toute la dialectique de l'apprentissage entre les élèves, les parents, les enseignants et tous les personnes, les acteurs qui tournent autour. Et là, il y a aussi un apprentissage qui est vertueux et qui va aussi intervenir sur une réglementation plus générale, plus généralisable. Alors, je ne sais pas comment ces messieurs veulent réagir. J'aurais juste une petite interrogation, puisque nous aussi, à l'Éducation nationale, on fait beaucoup d'expérimentations qui, généralement, sont extrêmement réussies, les expérimentations. Et il arrive souvent, enfin il arrive parfois, et même souvent, que la généralisation de certaines expériences et en termes de mobilité urbaine, je crains que 62 rues scolaires peuvent à terme, si ce n'est pas fait progressivement, si c'est fait assez rapidement, on risque de générer un blocage. Enfin, c'est ce que constatent notamment les services de secours sur Paris, avec qui je discutais récemment, où ils me disaient que certaines mesures de circulation et de réglementation de circulation étaient indiscutablement nécessaire, indispensable pour la préservation de la santé des Parisiens, mais qu'en revanche, ça générait aussi il y avait des effets, je dirais, connexes qui faisaient que ça compliquait même le déplacement des services de secours. Pas le déplacement de la population générale, mais dans des situations d'urgence, ils avaient été extrêmement gênés. Exemple, lorsqu'il y a eu le feu de Notre-Dame, il y a un certain nombre d'engins, compte tenu du fait qu'il y a eu une remodélisation des voiries à Paris, font qu'il y a des engins qui n'ont pas pu passer, qui ont dû mettre plusieurs minutes supplémentaires pour arriver sur les lieux. Toute la question de la généralisation des expérimentations et ce qui veut dire qu'une expérimentation elle est réussie quand il y a un terrain et un terreau favorable et qu'un ensemble d'acteurs juge une réglementation comme une opportunité et non pas comme une contrainte. Et là, je pense que c'est tout le rôle de la sensibilisation à la santé et à l'environnement qui doit donner envie d'aller plus loin avec justement des dispositifs qui mettent en route de nombreux acteurs. Mais je pense qu'il y a est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Donc, pas de questions. Enfin, il y a eu des questions pendant la présentation et vous avez répondu pleinement pendant vos présentations. Donc. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, en particulier des acteurs qui ont été mentionnés, là, les CPIE, les enseignants ? Moi, je voudrais remercier le Pays d'Aix et puis Céline Salle qui coordonne dans la région
le projet Diams et vous demander s'il y a eu des répercussions positives sur la qualité de l'air dans les écoles elles-mêmes. Oui, parce que vous avez évoqué la qualité de l'air dans les rues, mais pas à l'intérieur de l'école. Alors effectivement, on n'a pas fait de mesures spécifiquement à l'intérieur de ces écoles-là concernées. Et il y a eu les 3 capteurs sont toujours présents aux abords de l'école, en 3 points des voiries, mais on n'a pas mesuré l'impact intérieur. Il y a eu néanmoins des animations aussi avec certaines classes et des petits capteurs à l'intérieur. Voilà. Il y a eu des mobilisations autour de ces questions de l'air intérieur. Donc on continue aussi cette mobilisation par l'entrée qualité de l'air. Donc les élèves n'ont pas eu la curiosité d'utiliser les capteurs à l'intérieur de l'école? Dans votre... Les enseignants ont utilisé avec des élèves. Oui, les deux, parce que vous avez développé des capteurs individuels, et donc ils n'ont pas eu la curiosité de les emmener à l'intérieur de l'école. Alors, s'ils l'ont fait pendant les animations. Pardon. Oui, c'est des capteurs qui mesurent les particules. Donc, des fois, c'est pas des capteurs de CO2 ou qui vont mesurer du confinement. Donc, c'était peut-être un peu plus délicat à utiliser. C'est déjà ça. Mais du coup, en parallèle de ce projet-là, on travaille sur la végétalisation des cours d'école, sur d'autres projets connexes sur lesquels il serait intéressant effectivement de mesurer la qualité de l'air. Et pour vous dire aussi ce qui est désormais pris en compte de façon plus forte par nos collègues aussi des bâtiments communaux, c'est que dans les rénovations d'écoles, ils ont eu des problématiques quand ils ont mal positionné de la ventilation. Des écoles souffraient de confinement dans les classes et au départ, ils n'ont pas été suffisamment vigilants sur les prises d'air. Et il y a une école sur laquelle sont remontées des problématiques du coup d'odeur qui étaient perçues dans les classes. Donc désormais, ils ont été sensibilisés un petit peu par la force des choses en disant attention surtout de positionner les entrées d'air neuf quand on met de la VMC sur l'intérieur des îlots, sur les endroits plus... et pas aux abords des voies, ce qui était le cas par facilité technique et par méconnaissance. Il y a une école qui a été rénovée et sur laquelle, du coup, ça c'était remonté très vite sur une aggravation, mais perceptible par l'odeur dans une des écoles concernées. C'est bien un apprentissage collectif. Donc, il y avait une autre question. Oui, alors votre expérience m'intéresse beaucoup. Donc, je fais également partie d'un CPIE, donc ici dans le bassin minier, CPIE Chêne-des-Terries. J'avais déjà posé une question hier en lien avec l'intervention du CREM. Donc, on est en train de suivre, nous, 3 écoles élémentaires d'une commune moyenne, on va dire à peu près 6 000, 7 000 habitants sur le bassin minier, avec des grosses difficultés de mobilisation des parents. Donc, j'ai en fait 3 petites questions que je vais regrouper. Sur le côté pédibus, est-ce que la prise en charge est uniquement faite par les parents ? Je groupe, puis après je vous laisse répondre. Donc voilà, puisque nous on a un questionnement d'une prise en charge sur le long terme, justement, par uniquement des parents. Sur le capteur, ça m'a semblé être une porte d'entrée intéressante pour pouvoir peut-être justement réussir à mobiliser un peu plus les parents, de leur montrer justement ces capteurs citoyens. Donc, est-ce que vous avez une idée de coût et est-ce que c'est facile à trouver? Et puis la dernière question, c'est vous envisagez des aménagements donc permanents pour pouvoir faire j'ai compris à plus long terme, la rue scolaire. Donc, est-ce que vous avez déjà en tête le type d'aménagement? Est-ce que c'est des aménagements, juste une type, comme on a vu hier, barrière Vauban à tirer et donc peu coûteux, mais qui sollicite quand même, qui mobiliserait quand même, je pense, un employé communal. Donc, il y a quand même financièrement un coût derrière. Ou quelque chose d'un peu plus important. Sachant que nous, sur la commune qu'on accompagne, c'est commune moyenne, donc pas forcément avec des budgets très importants. Donc on est en train de réfléchir avec eux justement sur ces questions. Merci. Là, c'est vous qui êtes interpellé, là. Merci.
Je vais peut-être commencer, Elise, après on va finir si tu veux. Pour la prise en charge des parents, alors ce sont exclusivement les parents qui ont accompagné les enfants. Après, on a été beaucoup comme vous l'avez vu, hein, on est en partenariat avec la ville. Donc la ville nous a beaucoup aidé à répondre aux besoins des parents, dans le sens où Élise a parlé du passage piéton qui devait être rematérialisé. Il y a les arrêts de pédibus qui ont été créés et imprimés et installés par la ville d'Aix. Il y a aussi des chasubles qui ont été fournis aux enfants et aux accompagnateurs par la ville d'Aix pour justement sécuriser le pédibus. Après, ça revient aux parents de s'organiser entre eux. D'où la question du long terme. C'est-à-dire que pour avoir accompagné, pour avoir de l'expérience dans le pédibus, ça peut durer 1 an comme ça peut durer toute la durée d'un cycle d'un élève du CP au CM2. Ça dépend aussi vraiment des parents. Il y a des pédibus qui peuvent s'arrêter d'une année sur l'autre parce que les enfants passent au collège, comme il y a des pédibus qui peuvent durer plusieurs années. Après, il y a des collectivités qui prennent le parti de mettre un agent qui accompagne le pédibus. Donc là aussi, il y a plusieurs possibilités à voir. Et pour ce qui est du capteur citoyen, alors c'est vrai que là, au niveau des financements, j'ai pas la réponse par rapport au financement. C'est vraiment Céline Salès de la métropole qui aura sûrement cette réponse. Parce que nous, vu qu'on a été partenaire, la métropole nous a directement fourni les capteurs. Et ensuite, on les a distribués aux parents. Je compléterai peut-être juste sur la partie mise en place. Donc nous, on a aussi beaucoup hésité sur le dispositif de pérennisation. C'est aussi pour ça que l'expérimentation date de mars et que la barrière n'est toujours pas en place. La demande au départ, c'était une borne automatique parce qu'on a une aire piétonne aujourd'hui qui est gérée par borne escamotable reliée au PC de circulation. C'était une des hypothèses et ça avait la préférence des riverains. Du coup, ils auraient eu leur carte, ils auraient eu leur badge d'accès. Pour des questions de coût, de maintenance, de difficultés d'approvisionnement, en ce moment, en plus sur les pièces, la réparation, la casse sur les bornes, qui est quand même, qui a des coûts de fonctionnement qui sont aussi lourds. On a finalement, ce qui a été arrêté, c'est une barrière pivotante, une barrière pivotante qui sera, et ça c'était pas gagné non plus, qui sera finalement manœuvrée par les agents ou de restauration scolaire présents sur le site, ou les ATSEM, ou ESA, nos partenaires, donc la direction d'éducation, sont aujourd'hui d'accord, vu la plus-value, ils considèrent eux que la plus-value du projet de rue scolaire, en fait, vaut la mobilisation, et du coup, ça fera partie des fiches de poste des agents concernés de mettre en place et d'enlever la barrière, l'engagement étant pris que la police municipale soit présente, très présente pour les premières semaines de déploiement, de mise en place, et puis petit à petit, les moyens de mobilisation, la mobilisation de la police se ralentira en fonction de comment ça se passe. Mais du coup, voilà, il y a eu un choix et chaque cas de figure sera étudié évidemment au cas par cas, et toutes les écoles ne se prêteront pas à des rues scolaires. C'est pour ça que notre plan rue scolaire, on va vraiment le faire dans le cadre d'un groupe de travail partenarial. Atmo Sud, dans les suites de Diams avec la métropole, s'est engagé à nous accompagner pour, d'un point de vue qualité de l'air, déterminer quelles seraient les rues les plus intéressantes à piétoniser aux heures d'entrée-sortie d'école. L'idée, c'est de croiser après avec nos collègues de l'éducation, les équipes enseignantes, la police municipale sur les points sur lesquels ce serait adapté, en tout cas. L'idée étant d'en déployer quelques-unes et d'être, ce que je vous disais aussi, plus réactif. Et des fois, la réponse, ce sera merci beaucoup. Un défi écomobilité. Merci beaucoup. J'espère qu'on a bien répondu à vos questions et que les CPUE vont pouvoir trouver un dynamisme particulier dans ce type d'opération qu'il convient de multiplier en dépit des précautions à prendre. Donc je crois que l'heure tourne et que nous allons être obligés de mettre fin à cette session qui pourrait durer très longtemps encore, parce qu'on voit combien il y a un travail de mobilisation et de sensibilisation sur toutes ces questions-là qui progresse lentement, mais voilà, je crois qu'il faut en voir un côté tout à fait positif.
Et je pense que c'est un peu le sens de ces journées, de vous redonner de l'optimisme pour pouvoir agir. Et j'espère être votre interprète sur ce thème-là. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors nous allons maintenant passer la parole pour la clôture de la partie distancielle de cet événement.